Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour parler aujourd'hui du sommeil de couple. Est-ce qu'il faut dormir en couple? Est-ce qu'on dort mieux à deux? Est-ce que dormir à deux pose problème? Qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement pour bien se reposer? Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que vous dormez bien lorsque vous dormez en couple? Si ça pose de problème à personne, ni à vous, ni à votre partenaire, finalement, c'est un non-sujet. En revanche, si vous avez la sensation que dormir en couple est un enfer, eh bien sachez que vous êtes loin d'être seul. Il y a énormément de personnes qui ont de grosses difficultés à dormir en couple, à dormir avec quelqu'un et qui se retrouvent à faire chambre à part. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de voir est-ce que c'est mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de ça finalement, de cette information-là. Il y a beaucoup de personnes aussi qui aimeraient ne pas dormir en couple et qui ne s'y autorisent pas, et c'est pareil, on va en parler. Pourquoi c'est compliqué de dormir à deux? Parfois, il y a deux raisons, soit les stimuli extérieurs, le partenaire il va bouger, respirer, ronfler, se lever, il se couche pas en même temps, il tire la couette, il donne des coups de pied la nuit, bref, c'est quelque chose de pas très confortable pour pouvoir avoir une nuit continue, un sommeil qui soit pas entrecoupé. Mais il y a une autre raison, c'est aussi la relation que vous avez peut-être avec votre propre sommeil. Combien de fois j'entends dans mes consultations, et honnêtement je l'ai aussi très souvent ressenti et vécu, le fait de se dire « Ah mais ça me rend cinglé de voir que on se couche et mon partenaire, 2 minutes après, il dort et moi, je suis là et j'attends et je vais m'endormir que dans 1 heure, que dans 2 heures. » Et finalement, le fait de voir que le partenaire s'endort 2 secondes ou 2 minutes, eh bien peut empêcher la personne de dormir. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans ce cas-là. Parce que du coup, ça vous fait cogiter à votre propre sommeil, à votre propre relation avec votre sommeil, à ce qui se passe pour vous ou avec ce qui ne se passe pas. Peut-être que vous auriez mis 5 minutes, mais comme vous êtes très agacé et stressé que votre partenaire il se soit endormi en 2 secondes, et bien en fait, ça va vous prendre 2 heures. Ce qui, honnêtement, n'est pas très confortable à terme, bien évidemment. Et dans le prolongement de ça, c'est la même chose si vous vous réveillez la nuit et que vous voyez que votre partenaire il dort comme un bébé et vous êtes là avec multiples réveils ou alors vos réveils durent un certain temps et vous ressentez beaucoup d'injustice, vous avez presque même envie parfois de le réveiller, votre partenaire, de réveiller votre compagne pour que vous puissiez partager la même galère, tellement c'est stressant de voir que tout le monde dort dans la maison, sauf vous. Alors, mon analyse, qui est basée sur ce qu'on sait de l'organisation sociale des êtres humains par le passé, et aussi sur les neurosciences, comment fonctionne le cerveau, quels sont ses besoins premiers. Je vais vous partager ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le sommeil et la notion de sécurité sont intrinsèquement liés. On ne peut pas dormir si on ne se sent pas en sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité physique, mais ça se décline aussi en la sécurité émotionnelle, sociale, professionnelle, financière. Il y a plein de choses finalement qu'on peut mettre derrière sécurité, mais qui renvoient de toute façon, que ce soit de plus ou moins loin, qui vont renvoyer au fait d'être en vie, tout simplement. De quoi venait la sécurité par le passé? Principalement de la sécurité physique. Pour la survie, il fallait être physiquement en sécurité. Et ça signifie être entouré, ne pas être seul. Sinon, les chances de survie, elles étaient limitées tout simplement. De toute façon, de façon globale, les neurosciences, elles nous montrent de façon vraiment très claire que notre cerveau, il est vraiment conçu pour être dans le lien à l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui revêt de l'importance pour nous, c'est dans le lien à l'autre, c'est dans le fait d'être intégré dans un groupe, de se sentir reconnu au sein d'un groupe. Ce sentiment d'appartenance, il est extrêmement important et il est indispensable pour notre sentiment de sécurité. Donc maintenant, de façon vraiment pragmatique, si on considère la façon dont on dormait par le passé. Quand je dis par le passé, c'est pas le siècle dernier, c'est vraiment de façon ancestrale, comment on a dormi pendant des dizaines de milliers d'années avant notre ère, on va dire, avant là, aujourd'hui, nos sociétés modernes. C'était dehors, c'était donc dans la nature, c'était donc possiblement
avec le danger de prédateurs, c'était aussi avec le danger du froid. Donc finalement, ce sommeil, qui est le même qu'il y a des dizaines de milliers d'années en arrière, puisque les choses, elles évoluent pas à cette échelle de temps, pas de façon significative. Donc c'est vrai que notre sommeil, c'est la même chose que ce qu'on vivait il y a des dizaines de milliers d'années en arrière. Eh bien, c'était un moment de vulnérabilité. Un moment où notre cerveau, il est un peu coupé de ses sens. Alors, on va percevoir des choses, mais à l'intérieur de notre cerveau, ça bloque, c'est-à-dire que les informations ne sont pas transmises. Et donc, on est plus vulnérable. C'est d'ailleurs pour ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs pour ça que dans le sommeil, on constate qu'il y a des micro-réveils. En tout cas, on imagine qu'il y a cet intérêt-là au micro-réveil, de remonter à la surface, de se dire « Ok, je suis en sécurité, je peux replonger vers un autre cycle de sommeil ». Et ce qui se passe lorsqu'il y a des réveils, c'est justement lorsque ces micro-réveils se transforment en vrais réveils, que le corps ne va pas rebasculer vers un nouveau cycle de sommeil. Soit parce qu'il ne se sent pas en sécurité, soit parce qu'il y a d'autres choses qui viennent le déranger. Donc la présence des autres quand on est vulnérable, c'est super important. Ça permet d'avoir une moindre vulnérabilité. Et en plus, c'est alterné en fonction des cycles de sommeil de chacun. C'est-à-dire que si on considère les êtres humains dans une tribu, dans un groupe social, toutes les personnes qui se reposent ne vont peut-être pas s'endormir à la même heure, ne vont pas avoir les micro-réveils au même moment, ne vont pas se réveiller à la même heure, ne vont pas peut-être se lever pour aller aux toilettes à la même heure. Et donc ça fait qu'à l'échelle du groupe, le fait d'être ensemble, ça atténue la vulnérabilité. Ça permet de se sentir plus en sécurité. Et puis, faut pas oublier que d'être ensemble, eh bien, ça permet de se réchauffer. Si on est dans un seul et même endroit et qu'il y a 50 personnes au même endroit, eh bien, ça va dégager de la chaleur. Et donc, forcément, dans des nuits très fraîches, c'est aussi un gros atout. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que si on met dans la balance la sécurité physique plus la chaleur humaine, c'est-à-dire la survie, en fait, pour le lendemain, d'un côté, et que de l'autre côté, on a les petits bruits des gens, les respirations, les refoulements, les gens qui peuvent se lever, etc., les mouvements, en fait, ça fait pas le poids. C'est-à-dire que ce que je viens de citer là, ça passe un petit peu au second plan, tellement l'aspect sécurité et chaleur est important et tellement ça compte. Voire même, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, voire même, ils vont être réconfortants puisque justement, si on entend tous ces petits bruits, si on sent qu'il y a de la présence humaine, eh bien c'est rassurant parce qu'on sait que les autres, ils sont là et qu'on n'est pas tout seul. Ça va rassurer le cerveau limbique, le cerveau archaïque aussi, et ça permet du coup d'avoir une nuit beaucoup plus récupératrice. Donc ça, c'est resté vrai pendant quand même vraiment longtemps parce que même si on prend le 19e siècle ou le début du 20e siècle, il y avait quand même ces éléments-là qui rentraient en compte, même si les logements existaient, ils étaient quand même peu efficaces en termes de sécurité ou de température. Et donc, il y avait quand même ces éléments-là qui continuaient d'exister. Maintenant, si on compare à notre vie moderne, qu'est-ce qu'on a? La sécurité, elle nous est apportée par nos logements. Les murs solides, les portes qui sont verrouillées. La température est tout le temps à 21 degrés, à 20 degrés. Elle est confortable. On peut en plus mettre des couvertures sur le lit. On peut mettre des bouillottes si on a besoin de se réchauffer. Donc, que deviennent les petits bruits, les ronflements, les mouvements, les allées et venues du partenaire pour aller aux toilettes ou pour aller boire un coup? Ça devient une gêne qui n'a plus de contrepartie positive. Et donc là, je vais quand même un petit peu loin, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie positive dans le bien-être qu'on peut avoir de dormir avec quelqu'un, dans le contact physique, et puis il y a toujours cette chaleur humaine, il y a le contact peau à peau qu'on sait être important pour notre bien-être, et dans la production des hormones, du bien-être, de l'amour. Mais, il y a un mais. Et ça, c'est ce que je constate systématiquement pendant mes consultations, ou presque systématiquement, c'est que dans le cas de troubles du sommeil, légers ou sévères, comme le sommeil, il est devenu inconfortable, qu'il est devenu fragile, eh bien tout ce que je viens de dire là dans les avantages, ça n'existe plus. Et on se retrouve avec vraiment le côté exacerbé des inconvénients, des gènes que j'ai cités juste avant. Et là, on est d'accord, je ne parle pas de situation où la relation avec le partenaire, elle est désagréable, voire toxique.
et où c'est au contraire une source de stress important, ce qui empire bien sûr terriblement le sentiment d'insécurité et ce qui va défavoriser le sommeil évidemment. Il y a un autre élément dont j'ai pas encore parlé là dans la vidéo qui va peser aussi sur l'analyse qu'on peut faire de la situation, c'est l'injonction sociale. C'est le regard qu'on va porter sur le couple. L'image qu'on a d'une nuit en famille, d'une nuit à deux, avec la chambre parentale, le lit parental, chaque enfant dans sa chambre. Pour certaines personnes, c'est vraiment inconcevable de dormir séparément, malgré l'impossibilité de dormir à deux, de dormir en tout cas convenablement à deux. Le poids du regard de l'autre et de la société est trop important. Or, je vais quand même rappeler quelque chose ici, c'est le fait que il n'y a pas de principe du vivant, il n'y a pas dans la nature une loi qui dit « vous devez dormir à deux ». Vous devez dormir avec votre partenaire. C'est vraiment quelque chose qu'on a créé, peu importe finalement comment c'est venu, on pourrait bien sûr en discuter longuement, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Mais il n'y a pas de principe qui dit il faut dormir à deux dans une même chambre chaque jour du mois, chaque jour de l'année, agréable ou pas, on dort à deux. En fait, là, ce sont vraiment des considérations humaines, des considérations sociales. Et d'ailleurs, en fonction des époques, en fonction aussi des cultures, il y a des choses, puis des cadres religieux par exemple, il y a vraiment des choses très différentes et il y a des attentes finalement un peu différentes au sein des familles par rapport au sommeil. Il faut vraiment en prendre compte en fait, en tenir compte, il faut prendre ça en considération dans après les choix qu'on peut faire dans son quotidien. On est obligé de constater que aujourd'hui, ça a ses limites. On est obligé de remettre certaines choses en question parce que dans l'émergence des troubles du sommeil qu'on connaît depuis à peu près 80 ans, qui est vraiment exacerbée, la prise de médicaments qui est liée à ces troubles du sommeil qui est aussi exacerbée avec les effets secondaires qu'on connaît, avec ce qui engendre énormément d'accidents de voiture par exemple, des troubles très importants chez les ados, chez les seniors, chez les tout petits, bref finalement, de façon globale, le sommeil c'est vraiment un enjeu de santé dans nos sociétés modernes. On parle d'une épidémie de dette de sommeil à tout âge. Donc on est obligé quand même de remettre certaines choses en question, en tout cas de considérer ce qu'on peut prendre comme une évidence. On est obligé de le considérer peut-être un petit peu différemment. Si le trouble du sommeil, il est accentué par le sommeil de couple, ou si carrément le fait de dormir à deux empêche complètement de sortir des troubles du sommeil parce que celui-ci est devenu à un moment donné trop fragile, il faut faire quelque chose. À ce stade de la vidéo, peut-être que vous dites « Ok, donc du coup, l'idée c'est que chacun puisse dormir en solo, comme ça on dort mieux. » Oui, mais moi comment je fais? Parce que j'aime bien me coucher avec mon partenaire, avec mon mari, avec ma femme. J'aime bien des conversations sur l'oreiller ou les câlins ou l'intimité avant le sommeil. Et pour certains couples, c'est vrai que le moment du coucher, c'est le seul moment de la journée qui est partagé. Et justement, ce moment de partage, il peut permettre de la joie, de la complicité et donc de l'apaisement. Et donc un meilleur sommeil. Et surtout que tous les partenaires ne ronflent pas ou ne se lèvent pas pendant la nuit. Donc faut pas se priver de ça. Alors, quel est le propos finalement de cette vidéo? Et là, je vais arriver vraiment à mon message. Encore une fois, là, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Vous prenez ça avec vos filtres à vous. Mais ça me paraissait vraiment important de mettre des mots là-dessus parce que j'entends tellement de personnes qui sont en souffrance dans le sommeil à deux que je pense qu'il fallait vraiment contextualiser et aller un petit peu plus loin que le fait de dire c'est pas bien de faire chambre à part, on va quand même pas faire chambre à part, même si on dort pas bien. Donc pour récapituler, ce que je pense c'est que, et ce que je constate, c'est pas juste ce que je pense comme ça, ce que j'imagine, mais ce que je constate, ce que j'ai pu aussi bien sûr expérimenter par rapport à mon parcours autour du sommeil, c'est que dormir à deux, c'est vraiment à nuancer. C'est à adapter en fonction de la situation de sommeil de chacun des deux partenaires. C'est pas une obligation de dormir à deux, tout comme c'est pas une obligation de dormir tout seul. La question à poser n'est pas qu'est-ce qu'on penserait de moi, de nous, si on savait qu'on faisait chambre à part, qu'est-ce que mon conjoint penserait si je lui demandais d'aller dormir dans la chambre d'amis, si moi j'allais dormir dans la chambre d'amis, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça m'apporte de dormir à deux? Comment ça s'équilibre la balance entre les bienfaits du sommeil à deux et ce que j'en retire sur la qualité de mon sommeil, en fait. C'est comment je me sens. Et bien sûr, ce sont des discussions qui sont à avoir au sein du couple.
sont pas des décisions unilatérales. L'idée, c'est de pouvoir communiquer. Mais si on n'évoque jamais la situation, en fait, il n'y a pas de communication autour de ça et on peut vraiment rester empêtré dans des troubles du sommeil, alors que la solution sur ce moment-là pour cette personne-là, c'est vraiment d'aller faire chambre à part et de retrouver de la confiance dans sa capacité à dormir. Et donc j'en arrive au dernier point, qui est que rien n'est figé, rien n'est binaire. C'est pas soit je dors à tout jamais avec une personne, avec mon partenaire de couple, soit jamais et je ferai pour tout le temps chambre à part pendant toute ma vie. On peut avoir besoin de faire chambre à part pendant une période stressante dans sa vie, pendant une période où on met des choses en place pour son sommeil et puis pas le reste du temps. On peut par exemple partir très tôt au travail le matin, donc on peut se dire moi je veux pas être gênée ou je veux pas gêner mon partenaire, je veux faire chambre à part peut-être 4 nuits dans la semaine et les 3 autres je suis avec mon partenaire. On peut aussi équilibrer la semaine comme ça. On n'est pas obligé que ce soit tout l'un, soit tout l'autre, et on peut aussi adapter en fonction de ses besoins, en fonction des jours de la semaine, et puis profiter de ce qui se passe pour nous. Ce que je vous propose pour que cette vidéo ne soit pas simplement un truc sympa que vous avez écouté en vous disant « Ah oui, c'est vrai, effectivement », mais pour que ça puisse vraiment vous servir dans votre quotidien, je vous propose de télécharger une petite fiche bonus que je vous mets en description de cette vidéo et qui va vous permettre de venir vous poser les bonnes questions. Donc, je vais vous mettre un récap de ce qu'on a vu là dans cette vidéo parce que je pense que ça peut être aussi un support justement de communication avec votre partenaire si vous vous sentez concerné. Et ensuite, je vous ai mis toute une liste de questions qui sont les questions vraiment à se poser pour ensuite pouvoir en discuter avec son partenaire et pour pouvoir faire les bons choix et savoir si c'est une bonne chose pour vous et comment vous pouvez vous organiser autour de ce sommeil de couple ou de ce sommeil en solo. Donc avant de passer à une autre vidéo, téléchargez votre fiche bonus, c'est gratuit, profitez-en et puis ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin et de bénéficier pleinement de ces conseils que je vous propose sur la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo. N'oubliez pas que c'est vraiment important pour le référencement de cette chaîne. C'est important aussi de partager, que le message puisse circuler. Donc si vous avez des personnes à qui vous pensez qui pourraient être intéressées par ce sujet, eh bien n'hésitez pas. Et puis si vous voulez aller plus loin sur votre sommeil et prendre en main votre sommeil, baladez-vous sur la chaîne, vous allez voir qu'il y a énormément de vidéos qui vont pouvoir apporter des réponses à vos questions. Et je pense par exemple aux épisodes sur les idées reçues par rapport au sommeil qui pourront, j'en suis sûre, vous intéresser. À très bientôt.